Salut, moi c'est Justine Et moi, c'est Christine. et vous écoutez Crime glacé. Bonjour, bonjour. Allô, bienvenue. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, nous on va bien. J'ai assez hâte d'entendre l'histoire d'aujourd'hui. Ben oui, On le sait en plus, là, c'est quoi qui s'en vient, là. c'est vrai. Wouhou! C'est rare que vous savez Ouais. les sujets d'avance. Mhm. Mais oui, j'ai bien hâte aussi de closer ce dossier-là pour de bon. Ouais, qu'on parle plus de la famille Stainer. Stainer, exactement. Mais avant toute chose, nous, on a eu bien du fun parce que hier, on a fait un meurtre et mystère. Oui! Puis Ouais. c'est pas n'importe quel, là. C'est un de nos auditeurs qui a fabriqué le jeu de toutes pièces, là, à la main. C'est Ouais. pas comme un jeu que t'achètes au Club Jouet, là. Non, au Club Jouet. Tu viens de ramener un vieux magasin. Là. Mais oui, vraiment, c'était vraiment cool. Genre, il nous a juste envoyé son jeu de meurtre et mystère pour qu'on l'essaie, qu'on le teste. C'était vraiment nice. Ouais, on a vraiment eu du fun. C'était full une belle attention aussi. C'est comme, Ouais. tu sais, c'est pas du true crime, mais ça a un lien. C'était comme pile dans nos cordes. Puis de savoir que c'est un jeu autant personnalisé, qu'il a pensé à nous, qu'il est venu nous le donner. Pour vrai, ça nous a full touché. Puis on a passé une très belle soirée. L'histoire est vraiment le fun parce que ça se passe dans un building d'appartements à Hochelag. En plus, fait que c'est comme dans un contexte québécois, c'est pas comme les classiques meurtres et mystères qui sont un peu anonymes puis traduits d'une langue anglaise, là. Puis nos personnages sont pas non plus genre out of this world. Là. T'es Non, pas c'est ça. comme un extraterrestre, puis genre un Un singe. cowboy, là. Ouais, puis un singe. Là. Moi, je jouais Bobby, un conspirationniste contre les reptiliens humanoïdes. Jus a répété reptilien humanoïde toute la soirée. Genre, toute la soirée. Et puis la veille, j'écoutais plein de vidéos de conspiration. Là, Oh puis là, mon j'étais Dieu. comme, OK, oui, je vais plugger ci, je vais plugger ça. La Terre est plate, blablabla. Le 11 septembre, c'était un complot. C'est bon. Bref, j'ai vraiment eu du fun. Puis Cree, elle jouait littéralement son alter ego, là. Ouais. Le Kevin. propriétaire du building, là, un vieux dude qui écoute du hockey puis qui boit sa bleu dry, là. Ouais, je m'étais acheté une quille, j'avais un gros chandail des Canadiens, parce que je m'en allais à la game après. Tu sais, genre, plein de choses que je ne connais pas. Je bois pas de bière, vraiment, mais j'ai adoré faire C'est ça, ce c'est- personnage. C'était vraiment cool. C'est à la fois ton opposé, mais en même temps, c'est Ouais. un peu... Dans une autre vie, t'étais sûrement cette personne-là. Genre, c'est un peu mon rêve. En fait, tu sais, la question, genre, si jamais, je sais pas, là, t'avais une autre vie à vivre drette là, qu'est-ce que t'aimerais faire, là? Ben moi, je sais pas, j'aimerais ça être, genre, à bord d'un camion avec une grosse crise de bedaine, puis comme une bière, ça a bedaine, puis je serais juste, genre... J'aimerais vraiment ça, vivre ça. En tout cas, bref. Fait que ça m'a permis, pendant une soirée, d'être vraiment désagréable. Non, j'ai adoré, t'étais vraiment bonne. Puis, vous pouvez aussi vous procurer le jeu. Là. Oui, c'est full personnalisé et tout, mais il peut vous le donner. Là. Vous pouvez l'acheter si vous le contactez par Instagram. C'est Laroche Martin sur Instagram parce qu'il s'appelle Martin Laroche. Fait qu'un gros merci, Martin, d'être un auditeur et de nous avoir donné ton jeu. On a trippé bien raide. Allez voir sur Instagram. Il en parle aussi plus en détail. Puis, c'est vraiment pas cher. Il peut vous l'envoyer. En tout cas, on encourage full ça. Un gros merci. Oui, merci beaucoup, c'était vraiment le fun. Très Oui, belle soirée. Vraiment. Puis ma saveur du jour, elle va dans ce sens-là. Parce que Ok. dans le jeu, le contexte là, du meurtre et mystère, c'est d'élucider qui a étouffé notre voisin avec un biscuit. C'est comme ça la prémisse. Ouais. Fait que ma saveur du jour, c'est une de mes saveurs de crème glacée préférées ever. Pâte à biscuits. Pâte à biscuit. Ah, que c'est bon, là. Moi aussi, c'est ma saveur, genre, vraiment, là. Puis je pense pas l'avoir dite jusqu'à présent. En 2 ans, je pense jamais avoir Non, dit je ça pense comme pas. saveur du jour. Bref. Là, Ça pour vous, dire qu'on a des choses de sérieux à dire. Exactement. Puis là, vous avez attendu une bonne semaine avant d'avoir la suite. Fait que allons-y de ce pas. Hein? Yes. Vous avez hâte. Parce qu'il y a 2 semaines, je vous avais laissé sur tout qu'un cliffhanger, comme on dirait en anglais. Le grand frère, toi chose. Tueur en série. Qui l'eût cru? Mhm.
Si vous n'avez pas écouté l'épisode 80, l'affaire Steven Steiner, ben je vous encourage fortement à nous quitter de ce pas pour aller l'écouter, puis de revenir ici ensuite. Puis inquiétez-vous pas, on bouge pas d'ici, là, on vous attend. On bouge pas d'ici. OK, c'est bon, vous êtes revenus? Parfait. Ça vaut la peine parce que sans être une histoire en 2 parties officielles, ce l'est un peu. Là, les 2 sont interreliés quand même. C'est comme 2 frères qui ont des vies, des destins complètement différents, mais qui ont été marqués par des tragédies, les 2. Et je remercie beaucoup Murderpedia pour cet épisode-ci parce qu'il y avait tellement tous les articles en lien avec Cary Stayner, le grand frère, étaient vraiment tous bien étalés sur Murderpedia. Puis ça m'a aidé dans mes recherches parce que d'habitude, j'ai plus de facilité à trouver des articles, mais là, c'était quand même... il n'y avait pas grand-chose qui allait au-delà, tu sais, des évidences et des faits, là, mais pour aller plus en détail, c'était plus Puis compliqué. peut-être que parce que l'histoire de son frère aussi, ça doit jouer, là. Genre, il y en a une des 2 sûrement qui sort plus quand t'écris le nom de l'un ou l'autre. Souvent, c'est qu'ils parlent des 2, pas beaucoup. Ils vont en C'est surface ça. des 2 histoires parce que c'est comme tellement 2 grosses affaires qu'ils font juste dire les grandes lignes des 2 cas, Ouais, mais il y en avait moins qui allaient de fond en comble dans chacun. je comprends. Bref, fait que je voulais leur donner un petit shout-out aussi. Et trauma avertissement, évidemment, comme le dernier épisode que j'ai fait, je vais parler d'agression sexuelle sur mineurs et aussi de meurtre graphique, parce que là, on a affaire à un tueur en série aussi. Là. Ouais. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Cary Stayner, le tueur de Yosemite, le Yosemite Killer. Et on peut pas parler de Cary sans mentionner l'histoire de son petit frère Steven, qui, on se rappelle, a vécu une courte et tragique vie. À l'âge de 7 ans, il a été enlevé, torturé, agressé sexuellement et gardé en captivité durant 7 ans et 4 mois par un monstre nommé Kenneth Parnell, qui l'a convaincu qu'il était juste son nouveau papa, que ses parents l'aimaient plus, puis il l'avait abandonné, puis que maintenant c'était lui son tuteur. Rendu à 14 ans, après avoir vécu 7 ans sous son emprise et sous une nouvelle identité, Steven a fini par s'enfuir en sauvant un autre petit garçon, Timmy, que Kenneth avait kidnappé pour lui affliger le même traitement que lui. Le retour de Steven avec sa famille a été assez rocambolesque. Le foyer familial était clairement dysfonctionnel, si vous vous rappelez. Son histoire a fait la une médiatique. Steven est devenu, malgré lui, une célébrité. Il a surmonté du mieux qu'il pouvait ses traumatismes. Il s'est marié et est devenu père à son tour. Mais Steven est mort prématurément dans un accident de moto à 24 ans seulement, sans avoir pu réellement connaître ses 2 jeunes enfants et juste une vie normale, plus que quelques années à peine. On va se souvenir de Steven Stayner comme un héros, un garçon gentil, patient, doux et très résilient. En plus de lui, les crimes commis par son kidnappeur, Kenneth Parnell, ont fait de nombreuses autres victimes collatérales. Et certains considèrent que le grand frère de Steven, Cary, serait l'une d'entre elles, parce qu'après toute cette histoire, il va devenir un tueur en série. Son histoire à lui va dévoiler encore plus de couches de complexité à tout ce qui entoure la famille Stayner et va nous faire questionner sur si Cary était déjà prédisposé, entre guillemets, à devenir un tueur en série à la naissance ou si ses traumatismes d'enfance l'ont poussé à le devenir. Si Steven n'avait jamais été kidnappé, est-ce que Cary serait devenu un tueur de sang-froid quand même? C'est le genre de question qu'on pose beaucoup dans le monde du true crime et ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici. Une chose est claire, la plupart des enfants victimes de crimes violents ou de gros traumatismes ne finissent pas par tuer plusieurs personnes. Mais d'un autre côté, dans la grande majorité de nos épisodes, quand on parle du passé des criminels, des tueurs en série, bien souvent, ils ont vécu des affaires vraiment pas drôles dans leur passé. J'ai pas de réponse claire à donner. Je pense que tout est relatif, mais clairement, dépendamment quel humain vit un traumatisme dans sa jeunesse et dépendamment quels outils ou soutiens la personne obtient par la suite, ça va changer comment elle va devenir plus tard. Évidemment. As-tu plus d'informations sur l'enfance qu'il a vécue, sa famille et tout? OK. Oui, on veut vraiment comme recommencer du début, mais sous la perspective de Cary ce coup-ci. OK. Parce que je sais que le dernier épisode, c'est comme on abordait très brièvement les parents, puis on assumait que c'était peut-être pas les meilleurs parents de l'univers, mais on n'en savait pas plus que ça. Exact. OK, j'ai hâte de savoir. Fait que
Exactement. Je vais tout expliquer ce qu'on sait. Il y a encore Mhm. des zones grises, là. Les parents, la famille, tu sais, c'est quand même des sujets difficiles à aborder. Fait qu'ils évitent beaucoup de mentionner ce côté-là de leur famille. Je peux comprendre. Fait qu'on va retourner au début. Carrie Stainer, il est né le 13 août 1961. Comme toi, Cré. Le 13 août! Ouais. What? De ses parents, Dale et Kay Stainer, dans la ville de Merced, en Californie. Il est le premier d'une famille issue de la classe moyenne de 5 enfants. Il a 3 petites sœurs et un petit frère, Steven. L'enfance de Carrie semble au départ assez ordinaire. Dans sa jeunesse, quand Carrie était tout petit, là, la famille Stainer prenait souvent des vacances à Yosemite, au parc national de Yosemite. Dans la vanne familiale, là, il allait camper, pêcher, là, c'était comme des petites vacances là, classiques. Fait que Carrie a été introduit très tôt à la nature et le Yosemite National Park va devenir rapidement un lieu très important pour lui. Un endroit idyllique, rempli de souvenirs, un endroit pour se ressourcer où il se sent libre, à l'abri du monde extérieur. Le parc national de Yosemite est l'un des parcs nationaux les plus célèbres et spectaculaires des États-Unis. Est-ce que tu connais un peu ce parc? Moi, je l'avais déjà Ouais. entendu de nom, mais je connais pas grand-chose. là. Mais je le connais de l'escalade. Ok, Genre ouais. le documentaire Free Solo, entre autres. Ah, c'est là? Ouais, c'est J'ai écouté le c'est cette documentaire, montagne-là. mais j'avais oublié que c'était à Mhm. Yosemite. OK. Ouais, c'est cette façade-là qu'il va escalader sans rien, sans corde, sans tout Il est dingue. dingo. Ouais. Dingo. Mais c'est de là que je connais ça. Puis il y a eu après ça beaucoup d'autres gens qui l'ont fait, pas Free Solo, puis en tout cas. OK. Fait que c'est de là que je connais cette montagne, ce parc. Mhm, parfait. Yosemite s'étend sur environ 3080 km², ce qui en fait un des plus grands parcs nationaux de Californie et un des plus vastes aux États-Unis. Désolée, j'ai eu de la misère avec cette phrase. Presque 95% de sa superficie est classée en zone sauvage, donc c'est très peu urbanisé ou aménagé. C'est juste de la forêt. Mhm. Les plus grandes villes proches de Yosemite sont Merced, la ville de notre protagoniste d'aujourd'hui, et Fresno, pour ceux que ça dit quelque chose. Le parc est surtout connu pour ses falaises de granit impressionnantes, ses cascades puissantes, ses forêts de séquoias géants, ainsi que ses vallées glaciaires. Ça a l'air magnifique. Oui, vraiment. Si les premières 11 années de Carrie, selon les dires, étaient loin de tout traumatisme, vraiment une enfance banale, ben l'année 1972 va marquer un point tournant dans sa vie. Vers la fin de l'an 1972, il va être victime d'abus sexuels par son oncle, Jesse Gerald Stainer. Mhm. Je vais l'appeler oncle Jerry. Il avait quel âge à ce moment-là? 11 ans. OK. Selon des témoignages, les tendances pédophiles, pédocriminelles d'oncle Jerry étaient un peu connues dans la famille. Je trouve ça vraiment étrange Ouais. de comme « Ah ben oui, oncle Jerry est de même. Un oncle C'est pédo. un peu dégueu. Un peu dégueu. Puis ça me l'a... En tout cas, je suis comme... Peut-être que le petit garçon qui avait son petit frère qui a été enlevé, peut-être qu'il avait déjà vécu ce genre de choses aussi, qui sait, Qui à sait? 7 ans. Who knows? Qui sait? Minimalement, on sait que ses cousins plus âgés étaient au courant des tendances de oncle Jerry, mais malgré ça, les parents de Carrie l'envoyaient quand même parfois se faire garder chez oncle Jerry, puis des fois de coucher chez lui, là, un petit sleepover. Je comprends pas ça. Je comprends vraiment pas. Durant un ou plusieurs sleepovers chez oncle Jerry, voici le genre de choses qui se passaient, qui se faisaient. On raconte qu'il montrait des photos de femmes nues à Carrie et ses cousins, qui sont en bas âge, là, 11, 12, 13 ans. Mhm. Jerry invitait aussi des jeunes femmes filles à son appartement, comme des petits conquêtes d'un soir, se cachait pas trop s'il y avait son neveu à garder cette nuit-là. Il montrait à Carrie et ses cousins de la pornographie juvénile, et les enfants dormaient dans le même lit que leur oncle, des fois. OK, c'est dégueulasse. Mhm. Et une fois, Carrie s'est réveillée durant la nuit et sentait juste son oncle en train de retirer son pantalon et de lui faire des attouchements. Arc. Carrie a réussi à s'enfuir et éviter le pire, mais il reste grandement traumatisé par ça, j'imagine. Mhm. Jerry Stainer va plus tard être reconnu coupable d'attouchements sexuels sur mineurs, mais de son côté, Carrie n'obtient aucun support de sa famille ou d'aide professionnelle.
On parle pas de cet incident-là. C'est la loi du silence. Et la loi du silence, elle règne dans cette famille-là parce que plusieurs sources mentionnent que le père des Stainer, Dell, a aussi été accusé d'attouchement sexuel, et ça sur ses propres filles. J'avais un peu mentionné ça au dernier épisode. Ouais. Donc, il aurait abusé sexuellement des sœurs de Stephen et Carrie. Dell aurait seulement eu un ordre de la cour de suivre une thérapie. C'est tout ce qu'on sait. Beaucoup de sources le mentionnent, mais tu sais, j'ai comme pas trouvé de procès ou quoi que ce soit, là. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est vrai. Beaucoup de sources le mentionnent. Mais c'est tout. Et là, ben, ça nous fait juste se demander qu'est-ce qui se passait réellement entre les murs de cette maison-là, autant avant, pendant qu'après l'enlèvement de Stephen. Comme je l'ai mentionné à l'épisode 80, il y a eu un documentaire sur l'affaire de Stephen, et la mère elle parle beaucoup de son point de vue de l'histoire, mais jamais, jamais, jamais elle mentionne quoi que ce soit par rapport aux abus sexuels, autant sur son fils Carrie, sur ses filles, sur Stephen par Kenneth. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'elle omet volontairement, probablement, là. C'est complètement ignoré et je trouve ça inquiétant, louche, dérangeant. Donc, tout ça pour dire qu'après avoir vécu une tentative d'agression sexuelle par son oncle, Carrie, 11 ans, n'a aucune aide et doit juste vivre avec ça. C'est terrible. Ouais, pauvre lui, là. À ce moment-là, on peut vraiment avoir pitié de lui, là. Ouais. Et quelques semaines après, toujours en 1972, un autre événement traumatique va s'abattre sur lui et sur sa famille, parce que le 4 décembre, son petit frère ne rentrera jamais de l'école. En l'espace de quelques semaines, là, il se fait agresser sexuellement, puis après ça, son petit frère se fait enlever. C'était Carrie qui devait l'accompagner durant sa marche du retour, et pour une raison X, il n'a pas pu le faire. Fait que Carrie est envahi de remords, il se sent coupable. À seulement 11 ans, il sort la nuit à la recherche de son frère, il parle aux étoiles, il prie pour que son petit frère revienne. Pauvre petit. Il se sent responsable et, selon les sources, ses parents, ils le lui rappellent souvent. Ils déferlent leur rage, leur colère un petit peu sur lui. Genre, parce que c'est lui qui devait le ramener, genre de l'école. Genre, si seulement t'avais été là. Oh, mais en même temps, je comprends, là. S'il avait été là, sûrement que rien de tout ça serait arrivé, mais c'est pas de sa faute. Non. Genre, jamais personne ne devrait se faire enlever par des non, purs... même si t'es tout seul, là. Wacko, genre. Mais je comprends, là, mais en tout cas... Ses parents, clairement, ils prennent pas les bonnes décisions ever, de toute façon. Là. Non, ils sont plus que maladroits, disons. Ben ouais. Là. Du jour au lendemain, Stephen, ou en fait l'absence de Stephen, envahit le foyer des Stainer et veut tout monopoliser. La famille distribue des pamphlets, fait des battues, des entrevues, érige des panneaux sur le bord des routes, consulte des voyantes, mais rien, aucune réponse sur ce qui a bien pu arriver au petit Stephen. Chaque jour pendant 7 ans, Carrie et sa famille vivent dans le doute, l'incertitude, et ils perdent espoir, mais en même temps, ils ne peuvent pas faire leur deuil non plus. Ils n'ont juste aucune réponse, aucune piste, et ça va les changer à tout jamais. Dell, le père, a toujours été aux yeux de Carrie le pilier de la famille, l'homme de la maison, un symbole de force, de contrôle. Mais depuis le 4 décembre 1972, Carrie voit pour la première fois son père pleurer, perdre le contrôle de ses émotions et tomber dans une détresse psychologique. Dell, il est rendu qu'il se cache même pas pour dire qu'il a perdu son fils préféré, mettons. Là. Carrie, il sent vraiment comme... Il réagirait pas comme ça si c'était moi. Et pour sa mère, qui est extrêmement croyante, elle devient très froide et distante. Elle se perd un peu entre sa quête désespérée pour trouver une logique dans toute cette histoire et sa foi. Elle se dit, si Dieu existe, pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis autant de tristesse? Pourquoi mon fils s'est fait enlever? Son mécanisme de défense est de repousser toute forme d'affection sur ses enfants, sur ceux qui restent, comme pour se protéger un peu elle-même peut-être. Bref, elle est comme plus capable de les aimer. Ouais. Dans ce climat hostile, lourd sans aucun amour, Carrie et ses sœurs deviennent des fantômes, l'ombre d'eux-mêmes. Peu après l'enlèvement de Stephen, Carrie est diagnostiquée comme souffrant de trichotillomanie, comme j'avais mentionné, un trouble compulsif où la personne est incapable de s'empêcher de s'arracher les cheveux ou les poils, les sourcils, les cils, puis ça l'entraîne une alopécie et c'est causé par le stress, l'anxiété, la dépression. Donc, Carrie démontre très tôt des signes de troubles psychologiques. Son corps réagit physiquement à tout ce trauma-là qui commence à s'emmagasiner en lui, puis ça déborde.
Carrie va commencer aussi à démontrer des comportements inquiétants par rapport aux femmes assez tôt, au début du secondaire. Une fois, une de ses sœurs a organisé un party pyjama chez elle Oh avec des amis non. et Carrie se serait exposée devant le groupe de filles ou au moins une d'entre elles, là, ça dépend des sources. Il aurait montré ses parties génitales. Et ben, ça l'a pas vraiment alarmé les parents plus qu'il faut. On dirait qu'ils sont juste pas du tout disponibles à offrir quelconque support à leur fils ou ils trouvent ça acceptable là, si on imagine qu'est-ce qui se passait d'autre dans la maison. Là. Ils le laissaient coucher chez leur oncle pédophile. Là. Fait que peut-être que si leur fils montre son pénis à les amis de ses sœurs, peut-être qu'ils sont juste genre « Ah ben, boys will be boys. » t'sais. Ouais, c'est ça. On sait pas ça. Là, j'ai fait des suppositions, Mhm. mais ça l'a alarmé personne. Mm. Donc, toujours sans nouvelles de son frère Steven, ben la vie continue. Carrie est rendu au secondaire, il est décrit comme un garçon silencieux, calme par ses camarades de classe. Il parle jamais de son petit frère Steven. Il évite le sujet, puis tu sais, je peux comprendre un peu que ses amis ils sont mal à l'aise, ils vont pas commencer à dire puis ton frère Ouais. est revenu, tu sais, ça fait 7 ans là, maintenant ils vont juste arrêter d'en parler. Mhm. Carrie développe un côté artistique, il dessine des BD et enfin, pour la première fois, on le reconnaît pour autre chose que le gars que son frère s'est fait kidnapper. Il dessine des caricatures de ses amis, des petites BD, des petits dessins et ces dessins sont partout dans l'album de finissant de sa cohorte. Carrie est même élu le plus créatif de sa promotion. T'sais, il a du talent, il est bon là-dedans, c'est un artiste. On dit de lui que plus tard, il va devenir BDiste, dessinateur, parce que tout le monde le trouve vraiment bon. Parallèlement, Carrie va passer beaucoup de temps en nature de plus en plus. La forêt, plus précisément le Yosemite National Park, devient son échappatoire. On ne sait pas trop ce qu'il fait là-bas, mais il va passer même des fois des jours seul en forêt. Il passe l'entièreté de son adolescence à gérer ses traumas du mieux qu'il peut, mais isolé et peut-être pas de la bonne manière. 9 mois après sa graduation du secondaire, le 2 mars 1980, Carrie et des amis sont sur leur route du retour après un petit séjour en camping, justement à Yosemite. À la radio, on rapporte. Grande nouvelle, Steven Steiner, le petit garçon disparu 7 ans plus tôt, a échappé à son kidnappeur en sauvant un autre petit garçon porté disparu il y a 16 jours. Oui. Et là, il a 14 ans et est en route vers Merced pour se réunir avec sa famille. Carrie entend ça à la radio. Mhm. Oh my God. Son petit frère réapparaît après 7 ans, en héros, là, pas juste vivant, mais comme un héros, là, acclamé, un miracle. Carrie est dans l'incompréhension totale. J'ose même pas imaginer comment il a fait pour juste continuer à conduire, là, puis pas pogner le clos. Là. Ouais, c'est ça. Et difficile à dire, je sais pas s'il est content ou Ouais, juste c'est sous le ça, choc. j'allais te demander. On dirait la manière dont tu parles. Il a de l'air juste... Il est pas soulagé, il est comme vraiment overwhelmed. Puis il y a une photo de lui là, quand il arrive cet après-midi-là, il revient du camping, il arrive chez eux. Il y a déjà des centaines de journalistes là, qui attendent aussi l'arrivée de Steven. Ouais. Puis Carrie, il fait juste une accolade à sa mère, puis comme il a juste les yeux écarquillés de même. Il est juste... Ouais, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui là? se passe? Je viens-tu de me réveiller d'un cauchemar? C'est ça. Pour lui, c'est impossible. Mhm. Les heures passent et enfin, à la tombée de la nuit, Steven arrive escorté par des policiers. Il est accueilli en héros. Steven est de retour dans la petite chambre qu'il partageait à l'époque avec son frère Carrie. Ils dormaient dans la même chambre. La dernière fois qu'ils ont dormi Oh my ensemble God. dans cette chambre-là, Steven y avait 7 ans et Carrie 11 ans. Ouais, Maintenant, c'est ils ont 14 fucké, et là. 18 ans. Ça faisait 7 ans que Carrie dormait dans la chambre avec le lit vide à côté de son frère. Là. C'est tellement triste, Genre, my chaque God. soir, ça lui rappelle juste que son petit frère, il est pas là. Ouais. Puis quand il revient, c'est rendu un ado, quasiment un adulte. Tu sais, il y Mhm. a de la barbe un peu, il est dans sa puberté. Tu sais. C'est tellement fucké. Son souvenir de lui, il mesurait 3 pieds, tu sais. Ben, autant ça pourrait être la meilleure nouvelle du monde, puis genre, la meilleure affaire qui arrive, autant en ce moment, je comprends qu'il est comme un peu... Il comprend pas ce qui se passe, là. Mhm. Puis pour lui, c'est comme pas la même personne, quasiment, c'est pas vrai, là. C'est comme un inconnu dans sa chambre, là, à Mhm. côté de lui. Cette nuit-là, l'ambiance est étrange et dès les jours qui suivent, un énorme clash se ressent entre Steven et Carrie. Ils ont des réactions, des manières de vivre la situation complètement opposées. Malgré avoir vécu des années de torture, d'abus et de détresse, en ayant été sous l'emprise d'un pédophile pendant 7 ans,
Steven est en apparence un garçon souriant, gentil, quasiment people pleaser, genre. On dirait qu'il a comme appris à être de même en vivant avec un Ouais. fou dans la Il tête. est un peu dans le déni, là. Tu sais, il veut pas te déranger, il veut juste... Tu sais, il dit même pas qu'il a été victime d'abus sexuels, il est juste genre, c'était correct, tout est beau, on peut-tu juste tourner la page? Fait qu'il il a l'air vraiment généreux, il accepte de parler aux médias, il dit oui à tout, là. Il est comme vraiment en mode, moi, je veux Ben, il juste doit pas être sur le pilote la automatique, confrontation. Ouais, exactement. Je dis pas qu'il souffre pas, là, mais il est comme ouvert sur le monde, puis il essaye que ça aille mieux. Il continue de vivre, il essaye de retrouver une vie normale, une vie sociale, il fait des efforts, tu sais. Carrie, lui, c'est tout le contraire. Le retour de son frère le rend encore plus silencieux qu'avant. Ça le referme sur lui-même complètement, déjà qu'il était un petit garçon fermé. Toute l'attention autour de Steven, qui est un vrai miracle, la haie d'honneur, le héros qui a sauvé un autre enfant de 5 ans, les journalistes, les entrevues, les apparitions à la télé, Good Morning America, ABC, nanana. Sa famille parle juste de Steven, on le gâte, on lui achète plein de cadeaux, du nouveau linge. Tu sais, lui, il n'y a plus rien. Là. Il a son linge dans sa garde-robe, ça y fait plus. On lui achète des jouets. Puis Carrie, ben, il est jaloux. Éventuellement, ça va sortir que Steven a vécu des abus sexuels de la part de Kenneth Parnell, même si au début, il disait non, c'était un bon père, il prenait bien soin de moi. Et là, ça va shifter, désolée l'expression, dans la famille. Son père, Dale, est plus capable de regarder Steven dans les yeux. Ben, Il arrête de le gâter, il arrête d'y faire des câlins. C'est comme si ça l'écœurait. Steven s'isole à son tour et les chicanes familiales deviennent la routine. On dirait que dès qu'il a avoué ça, on dirait que là, la famille sont plus capables de vivre avec ça. Et là, ben Carrie, à cause des chicanes, Steven, il se chicane avec ses parents. Fait que là, Carrie, il va s'isoler en forêt. Il veut éviter les conflits. Et il en veut à son frère de tout gâcher. Et comme ça allait bien, on s'était habitué quand t'étais pas là, tu reviens, puis c'est encore pire. Aïe, aïe, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et finalement, ben, les chicanes, c'est trop, et Steven se fait mettre dehors de la maison avant même l'âge de 18 ans. Oui, on s'en rappelle. C'est tellement pas, genre, ce qu'on s'imagine de la situation, là. Un petit garçon qui est porté disparu, qui revient, puis là, à quel point, genre, tout va mal. C'est fou. On dirait que ça pourrait tellement être simple. Il revient, on l'accueille les bras ouverts, et ils sont heureux jusqu'à la fin des temps. Mais non. Mais non, c'est une famille qui va pas bien à la base, là. Ouais. Carrie va commencer à montrer des signes de dépression. Il s'inscrit pas au college, il veut pas continuer à dessiner malgré que tout le monde le trouvait bon, puis il aimait ça, là, c'était sa passion. Il a aucune ambition pour son futur, aucune vision d'avenir, aucune passion qu'il a envie de poursuivre, sauf fumer du pot et partir en camping. Un ami va le décrire en disant que Carrie Steiner, il a juste décidé d'être un loser. Sa vie aurait pu prendre un autre chemin, mais il a juste décidé de s'apitoyer sur son sort un peu. C'est ça que son ami veut dire. Et là, c'est facile à dire aussi d'un point de vue extérieur. C'est la maladie mentale, c'est pas évident. Mais bon. Vers la fin des années 80, la famille se fait approcher pour adapter l'histoire de Steven en mini-série NBC, on se rappelle, I Know My First Name is Steven. Et cette série-là va sortir en 89. Entre-temps, durant le tournage, avant le tournage, toute la famille va être interviewée pour l'écriture du scénario. Ils vont être des consultants, dont Carrie. Carrie va dire comment son frère Steven avait la tête enflée par toute l'attention qu'on lui donnait, qu'il s'entendait très mal avec lui. Il dit quand on était jeune, on était super proches, on dormait dans la même chambre, mais là, c'est terminé. On s'entend plus du tout. Puis je trouve ça vraiment tragique, là, c'est triste. Et on sent une jalousie, là. Il y a de la rage, là. Il en veut beaucoup à son frère. Rendu un adulte autonome, Carrie va éventuellement déménager de la maison et va se trouver des petits emplois par-ci par-là. Début vingtaine, il va travailler en construction, en usine. Il va aussi travailler comme exterminateur, des petites job-ins qui n'avaient pas trop besoin d'études. Il va aboutir au Merced Glass and Mirror Company, donc poseur de vitres. Ses collègues de travail disent que Carrie était étrange parce qu'elle n'a jamais eu de petite amie, de conjointe ou même juste une petite relation de 2-3 semaines, là, tu sais. Puis il mentionnait des fois là, qu'il trouvait une fille belle de son goût, mais il n'a jamais eu de relation. Puis les gens trouvaient ça bizarre parce qu'il avait l'air intéressé
par les femmes. Là, il était hétérosexuel, là, selon tout le monde. Puis Carrie, je vais montrer des photos de lui. Bon, là, c'est sûr qu'en sachant que c'est un tueur en série, je peux pas te dire qu'il est beau, là, mais je veux dire, il a de l'allure. Là, il est grand, il est musclé. Il est quand même beau. Là, genre, je peux l'imaginer, ce gars-là, pogné dans les années 80. Là. Il a la shape vraiment pour attirer la jante féminine. Mais c'est que Carrie, il a des problèmes érectiles. Ça le complexe beaucoup, puis on dirait que pour s'empêcher de vivre une potentielle humiliation, ben il évite juste tout rapport sexuel avec les femmes. Ouais. Toutes les pions se placent, on dirait, pour ce qu'il va devenir. Pauvre petit. J'ai encore tellement d'empathie pour lui, parce que s'il y a des problèmes à ce niveau-là, c'est clairement parce que il a vécu des traumatismes quand il était jeune, puis pauvre petit. Vraiment. En 1985, Steven, de son côté, a 20 ans et se marie à Jodie Edmondson, 17 ans. T'sais, lui, on dirait que comme toute sa vie va bien, malgré tout. Puis Carrie, lui, tout va mal. T'sais, il y a comme la jalousie, ça tourne le couteau dans la plaie. Là. Lui, il réussit à replacer sa vie. Il a 2 enfants avec sa femme, ils sont heureux. Ils ont vraiment une vie modeste. Là. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, là. Mais il est épanoui. Et 3 ans plus tard, la série télé I Know My First Name is Steven sort. C'est un succès monstre. Tout le monde en parle et ça ramène Steven au premier plan, l'attention médiatique. Il est au retour au centre de l'attention après 9 ans depuis son retour. Encore. Et là, drôle de coïncidence, c'est au même moment que Carrie, qui a 27 ans, rapporte à sa famille qu'il a vu Bigfoot en forêt. Ces jours passés en forêt lui ont finalement fait rencontrer Bigfoot en personne. Mais voyons. Le Yeti, le Sasquatch. Mais voyons, je m'attendais comme pas à Il ça. a vu cette créature mythique du nord du Pacifique, cette légende urbaine. Il a enfin la preuve qu'il existe pour vrai. Ça sort d'où, Carrie? By the way, le Yosemite National Park est un des endroits où les gens rapportent le plus à avoir vu Bigfoot. Et bon... Carrie en fait désormais partie là, de ces localisateurs du Bigfoot. Et disons que pour moi et plusieurs autres personnes, avec le timing de tout ça, ça semble juste une tentative pour Carrie d'attirer un peu d'attention sur lui. Ouais. Son frère est incarné à la télé dans une mini-série extrêmement populaire qui raconte son histoire héroïque. Ouais, c'est ça. Mais moi, Carrie Steiner, j'ai vu Bigfoot. Non, mais vous comprenez pas? Oui, mon frère, là, c'est beau, il a sauvé un petit gars, il a vécu 7 ans d'enfer, mais moi, j'ai vu Bigfoot hier. C'est tellement random. C'est tellement random. What the fuck? Oh! Pauvre petit, là, vraiment pauvre Carrie. Oh non! C'est une victime de la vie, là. Il va devenir littéralement obsédé par Bigfoot. Il va toujours en parler. Il croit en son existence. Là. C'est pas juste des histoires dans sa tête. Je pense qu'il pense vraiment l'avoir vu pour vrai. Aïe, aïe. Il va même devenir un peu paranoïaque quand il parle de Bigfoot. Il a comme peur qu'on l'entende puis que genre le gouvernement veuille le taire parce qu'il est comme... Un peu mon personnage de conspirationniste hier au Meurtre et Mystère. Là. OK. Il va parler de l'odeur du Bigfoot, sa grandeur, son apparence. Il va être vraiment obsédé, fasciné. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Et là, à peine 3 mois après la sortie de la mini-série, Steven meurt d'un traumatisme cérébral à la suite d'un accident de moto à seulement 24 ans. Hey, tout ça, hein? Injustice, là. Ça n'a pas de bon sens. Il laisse en deuil sa femme, ses 2 jeunes enfants, son frère, ses parents, ses 3 sœurs, Timothy White et tous ses proches. Là. 500 personnes sont aux funérailles. Encore une fois, Steven, même après sa mort, monopolise l'esprit de la famille Steiner par sa mort incroyablement injuste et prématurée. On s'entend, il avait juste 24 ans, il commençait à vivre sa vie. Là. Ouais. Sauf que là, c'est sûr que Carrie est comme bon, encore. Ouais, si on parle encore de lui, mon petit frère. Mais ouais, là, il est mort. Bon, tu sais, il peut même pas, genre, se permettre... En fait, il va même pas jusqu'à ressentir de la peine. Il doit être juste, genre, fru puis jaloux. C'est ça, parce qu'il peut pas l'oublier. C'est triste, là. C'est pas comme si Steven vit sa vie puis il en entend plus parler. Là, c'est qu'il est mort. Fait qu'il vit un deuil comme en conflit, 2 émotions contradictoires. Il est jaloux, mais il est triste, c'est sûr, c'est son petit frère, tu sais.
Un an plus tard, en 90, Kerry a 28 ans. Et il emménage chez son oncle Jerry. Un pédophile, là. On se rappelle qu'il l'a abusé sexuellement. Il a fait des attouchements sexuels quand il était petit. Ouais. Et personne ne sait pourquoi il déménage chez lui. C'est vraiment étrange. Et ce qui est encore plus étrange, en décembre de la même année, oncle Jerry a été retrouvé mort dans sa chambre, une balle dans la poitrine. OK. Une enquête d'homicide est déclenchée et on interroge Kerry. Parce qu'il habitait avec lui, tu sais. Ben oui. Mais Kerry a un alibi, là, semble-t-il, qui était au travail toute la journée. Il n'est donc pas considéré comme un suspect et le meurtre de Jerry Stayner est encore à ce jour irrésolu. Ah ouais? Mhm. Puis il n'y avait pas d'armes là, sur les lieux. Là. C'est clairement quelqu'un qui l'a shoté, maintenant. Non, c'était sa propre arme à Jerry. Genre, on est aux États-Unis, là, beaucoup de gens ont des armes chez eux. Mais mettons, je dirais, t'es pas à côté de lui, genre qu'on peut penser qu'il s'est tiré lui-même, genre? Ben, je crois qu'ils ont retrouvé l'arme pas loin, mais que de la manière qu'il a été tiré dessus, ça pouvait pas être lui-même. Puis c'est quand même rare de se tirer dans la poitrine. D'habitude, c'est dans la tête ou en tout cas. Ouais. Fait que je pense qu'ils ont assumé que c'était un homicide, mais ils n'ont pas trop considéré Kerry. Mais avec ce qui va se dérouler plus tard, plusieurs se demandent si Jerry n'est pas la première victime du Yosemite Killer. Peut-être, oui. Parce qu'après tout, Kerry avait un motif quand même. Ouais. Une vengeance. T'sais, il a vécu avec lui après. Là, c'est sa maison maintenant. Là, c'est ça. T'sais, en étant coloc avec un pédophile, qui sait ce que Jerry faisait chez eux, qu'est-ce qu'il regardait sur son ordi. Peut-être que Kerry, ça l'a genre ravivé une blessure, peut-être qu'il a voulu se venger. T'sais, on le sait pas, puis on le saura jamais, je pense. Ça se pourrait vraiment, par contre. Mettons, j'ai pas de la misère à le croire. C'est ça. Mais c'est peut-être quelqu'un d'autre complètement. Là. C'est irrésolu. Là. Ce serait un drôle d'adon. Quand il emménage chez lui, Jerry avait pas nécessairement des ennemis. Là. En tout cas, drôle d'adon. C'est une autre personne dans la famille Stayner. Oui, c'est ça. Là, genre, tout va mal. Là. Ça n'a pas de sens. L'année suivante, en 91, après le meurtre de son oncle, Kerry fait une tentative de suicide par empoisonnement au monoxyde de carbone. Encore là, est-ce que c'est parce qu'il regrette son geste, s'il a tué son oncle, ou c'est juste une accumulation de drame après drame après drame, tu sais? En tout cas. Et là, après sa tentative de suicide, on n'a pas trop de nouvelles de Kerry pour les 5 prochaines années. Il travaille, il va s'isoler en forêt à la recherche du Bigfoot. On sait pas trop. Mais bon, tu sais, clairement, c'est un homme troublé qui n'a aucun soutien psychologique. Là. C'est une bombe à retardement un peu. Ouais, vraiment. Le Bigfoot est sa fixation. Selon lui, Bigfoot a la réponse au sens de la vie. Et on ne sait pas s'il a peur du Bigfoot ou s'il s'identifie au Bigfoot. Est-ce que c'est comme lui, Bigfoot, dans sa tête? T'sais, il rôde en forêt, il est full grand, là, Kerry. Je sais pas, il mesure combien. Là, il est beef, il est grand. Il y a comme une relation étrange. C'est-tu comme son double, son alter ego? Ouais. Bref. 5 ans plus tard, on est en 96. Et là, on a des nouvelles de Kerry. Ça va pas du tout. Un collègue de travail au Merced Glass and Mirror Company, la compagnie de vitres, trouve Kerry dehors derrière le commerce. Là. Ils ont sûrement une petite cour à scrap en arrière, je sais pas trop. Et il est en train de donner des coups de poing sur une planche de bois. Tellement intense là, qu'il y a les jointures en sang. Il varge de toutes ses forces tout seul dehors sur une planche de bois en crise. Là. Kerry dit « J'ai un mental breakdown ». Là. Il le nomme. Là. Il est comme « Ça va pas, je sais pas pourquoi, je me sens pas bien, mais j'ai envie de rentrer mon camion dans le magasin puis tuer tout le monde à l'intérieur. » Tabarouette, là. Il dit « Puis après ça, j'aime crisser le feu au magasin. » Il dit ça, là. Hey, faut réagir, là. Tabarouette. Son collègue lui dit « T'as un problème? » OK, oui, évidemment. Et Kerry dit « Tout le monde dit que j'ai un problème, mais personne ne fait rien pour m'aider. » Et là, enfin, quelqu'un va essayer de l'aider un peu. Là. Son propre boss va le reconduire lui-même à un institut psychiatrique. Bon. Son employeur, là, son boss, son employeur, va le lifter jusqu'à l'hôpital psychiatrique. C'est bon, ça. Kerry va suivre une thérapie, mais il va sortir pas longtemps après. Là. Il n'est pas interné pour toujours. Là. Je ne sais pas ce qu'il va suivre. Je ne sais pas s'il va être médicamenté, là, mais bon. Dès qu'il sort de thérapie, Kerry quitte sa job et décide de s'installer
pour vivre dans son havre de paix, le Yosemite National Park. En 97, il se trouve un emploi dans une auberge, le Cedar Lodge, tout près de Yosemite. C'est pas sur le site du parc, mais vraiment pas loin. Puis c'est comme un peu la job de rêve pour lui, là. Il habite dans l'auberge, là. Il y a un restaurant de l'auberge, puis lui, il habite au 2e étage. OK. Fait qu'il habite sur son lieu de travail, à côté de son paradis sur Terre. Son voisin, c'est Bigfoot. Tu sais, je veux dire, lui, il pourrait vivre heureux, là. Ouais. Il va... puis c'est comme des petits bungalows à louer. Ça ressemble un peu à un motel, le Cedar Lodge. Puis il va être l'homme à tout faire pour l'établissement. Parce qu'il se débrouille, Emmanuel, là, fait qu'il va comme aider dans les petites jobines. Aux yeux de ses nouveaux collègues, Kerry, c'est un gars bien cool. Il a l'air heureux, il sourit, même qu'il est moins gêné qu'avant, on dirait. Il s'entend bien avec les employés, il se fait des amis, il a l'air d'aimer sa job. Mais au fond de lui, derrière son masque, Kerry est en train d'avoir de plus en plus de fantasmes déviants, tordus, de kidnapper, violer et tuer des femmes et des jeunes filles. Ça grandit en lui de plus en plus. Seul, reclus, il rêve de passer à l'acte, mais en public, il a l'air d'un bon gars ordinaire. En 98, Kerry a 37 ans. Il va commencer à fréquenter une femme, une serveuse du restaurant, sous son appartement. Sa première blonde, peut-être. C'est peut-être sa première relation sérieuse de sa vie, là. Et les deux s'entendent bien. Puis la fille en question, elle a 2 petites filles. Puis Kerry s'entend super bien avec les 2 filles. Il veut les amener en forêt, se baigner, faire des ci, des ça. Tu sais, il dessine des BD. Il a comme l'air d'un beau père, là. Une de ses filles, Lena, va dire plus tard « Ma soeur et moi, on adorait Kerry. Il était bon pour notre mère. Il avait l'air d'un gars sécuritaire. Mais une fois, il m'a mise inconfortable. On était allés se baigner à la Merced River et Kerry s'est baigné tout nu. On était très jeunes. Puis ce n'était pas notre père non plus. C'est le nouveau chum de leur mère, là, un monsieur de 37 ans avec 2 jeunes filles. C'est assez étrange là, de se montrer nu devant elle. Puis Lena veut dire que Kerry traînait toujours un sac à dos avec lui. On va savoir plus tard que dans ce sac à dos, c'était littéralement un murder kit. Il y avait un fusil, du duct tape et un couteau. Plus tard, Kerry va se confier au FBI et dire qu'il prévoyait depuis longtemps agresser sexuellement les 2 filles de sa nouvelle blonde. Mais dans un concours de circonstances, ça n'a jamais pu adonner. Quand il prévoyait le faire, il y avait quelqu'un si ça, fait qu'il a décidé de changer de cible, mais ils ont failli être les premières victimes du Yosemite Killer. Mais malheureusement, Kerry Stayner va réussir à passer à l'acte. Ses fantasmes vont devenir réalité quelques mois plus tard, en 99, sur 4 victimes. Le 12 février 1999, Kerry Stayner habite toujours au-dessus du restaurant du Cedar Lodge. Là, il a 37 ans, il vit sa petite vie ordinaire. Et ce jour-là, il aperçoit Carol Sund, 42 ans, sa fille Juliana Sund, 15 ans, et l'amie de Julie, on va l'appeler Julie, qui s'appelle Silvina Peloso, qui, elle, a 16 ans. Les 3 filles arrivent au Yosemite National Park pour célébrer les bonnes notes de Julie à l'école. Ça fait 2 mois que Julie et sa mère préparent un petit séjour au Cedar Lodge pour après ça partir en randonnée. Puis Julie, elle a pu amener son amie Silvina, qui est une camarade de classe qui vient d'Argentine, est en échange d'étudiants. C'est vraiment cool. Genre, OK, on s'en... Mère-fille, amène ton amie, les 3 girls, on part une fin de semaine en nature. Le papa, qui s'appelle Jens, je trouve ça spécial comme nom, j'ai jamais entendu ça, mais bon, Jens est quant à lui resté à la maison. Julie, c'est une adolescente brillante, c'est une cheerleader au grand sourire et aux longs cheveux châtains. Son amie Silvina a de beaux cheveux bruns, elle a l'air super sportive, les deux ils ont de l'air des filles vraiment cool, qui aiment la nature et le sport. Carole, c'était une amie proche de la mère de Silvina, parce que Carole, elle a vécu en Argentine lorsqu'elle était elle-même en échange d'étudiants, mais l'inverse. 30 ans auparavant. Fait que là, l'amitié entre Silvina et Julie, c'est comme un peu la même chose que les 2 mères avaient vécu dans leur jeunesse. Fait que c'est vraiment beau. C'est comme un full circle qui se donne. Le trio arrive au parc en après-midi dans une voiture de location. Ils ont pris l'avion pour arriver à Merced ou pas loin de Merced et ils ont loué une voiture, une Pontiac Grand Prix rouge vif. Kerry, de son côté, remarque l'arrivée des 3 filles parce qu'en ce mois de février, c'est un peu la saison morte. Il n'y a pas beaucoup de touristes au Cedar Lodge.
Les filles mangent au restaurant et se dirigent vers leur chambre, la numéro 509, tout au fond de l'aile ouest du motel, la plus au fond. Les filles s'installent, s'endorment paisiblement, prêtes à vivre leur première journée en nature le lendemain. Carrie les espionne à travers une des fenêtres de leur chambre durant la nuit et décide que ce sera celles-ci qui vont être ses premières victimes. 3 jours plus tard, le 15 février 99, c'est le dernier jour de vacances pour le trio. Les filles font de la randonnée au Yosemite National Park, puis empruntent des vidéos à l'accueil du Cedar Lodge pour les écouter le soir. Je ne sais pas s'il y avait comme un petit club vidéo ou quelque chose, mais bon. Carole a déjà fait toutes les procédures pour check-out à l'avance. Fait que le lendemain, elle peut partir sans aller redonner la clé, sans passer à l'accueil. Ce qui est pratique, mais ça va les nuire. Parce que personne ne va genre s'assurer. Personne ne va remarquer que c'est pas normal qu'elle ne soit plus là le lendemain. Oh non! Je vais mettre des photos sur Instagram parce qu'on a des photos de cette dernière soirée passée au motel entre filles. On a les 2 amis sur le lit. Ils sont en pyjama, puis ils veg là, avant de reprendre l'avion le lendemain. On a aussi une photo de Julie. En fait, c'est Julie qui prenait les photos. Fait que là, on a une photo de sa mère et de son amie Sylvina devant les chutes au Yosemite National Park. Puis c'est comme juste les derniers moments avant leur destin. Ce soir-là, Carrie, qui porte son fameux sac à dos avec un fusil, de la corde, un couteau et du duct tape, cogne à la porte de la chambre 509 aux alentours de 11h du soir. Là, Carole, la maman, elle va voir, mais elle reste prudente. Elle ouvre pas la porte. Elle est juste genre, qui est là? C'est louche. Carrie se présente et dit qu'il est l'homme à tout faire. Il dit qu'il y a une fuite d'eau dans la chambre au-dessus de la leur, puis il doit vérifier si l'eau s'est infiltrée dans le plafond de leur salle de bain. Là, Carole a dit « OK, je vais aller voir ». Elle ouvre pas la porte, là. Carole est smart. Elle va vérifier par elle-même. Elle dit « Ben, je vois aucun signe de fuite d'eau ». Mais là, Carrie insiste. Il dit « Ben, si je peux pas entrer pour vérifier, on va devoir vous faire changer de chambre. On va devoir vous relocaliser pour qu'on vérifie par nous-mêmes. » Puis là, il est tard. Il est 23h. Elle veut pas devoir tout remballer ses affaires. Ils sont toutes installées. Les filles doivent déjà quasiment être prêtes à dormir. Fait que là, elle soupire puis elle dit « OK, là, c'est beau. » Donc, elle laisse l'homme entrer. Aïe, aïe, aïe. Les 2 adultes discutent ensemble, tandis que les 2 adolescentes sont aussi dans la chambre sur un des lits. Finalement, Carrie entre dans la salle de bain pour vérifier si de l'eau coule. On s'entend qu'il doit juste se minder. Et 2 minutes plus tard, il en ressort avec un fusil braqué sur les 3 filles. Il leur dit de rester calmes et que c'est juste un cambriolage. Il dit « Je veux pas vous faire de mal. » Et là, ben, les 3 filles coopèrent, sont genre « OK, on veut pas escalader la situation. » Carrie ligote et bâillonne les 3 filles. Il place les 2 plus jeunes, Sylvina et Julie, dans la salle de bain et retourne à Carole qui est étendue sur le lit. Il ne va pas l'agresser sexuellement et tout de suite procéder à son étranglement. Il va asphyxier à mort la jeune mère de famille de 42 ans. Il veut se débarrasser d'elle pour ensuite avoir les 2 filles. Yark. Carrie prend les clés de voiture de Carole et traîne son corps dehors en pleine nuit dans le stationnement et le cache dans le coffre de la Pontiac de location. Pendant que les 2 autres filles sont ligotées dans la salle de bain. OK. Personne ne le voit faire. Là. Il dit qu'il la transportait comme un mari qui transporte sa mariée après l'avoir épousée. Yark. Puis il a marché tout le long du... Tu sais, les motels, c'est plein de portes. Là. Il a marché de même en pleine nuit. Personne n'a remarqué. Personne n'a rien vu parce que c'est en plein milieu de la nuit. En février, il n'y a personne. Là. C'est tellement creepy. Moi, cette image-là m'a vraiment fait capoter. Il retourne ensuite à la chambre 509 où Julie et Sylvina sont toujours ligotées et bâillonnées dans la salle de bain. Il déchire leurs vêtements et les jette sur le lit. Et il les ordonne de faire des actes sexuels entre elles. Mais les 2 adolescentes de 15 et 16 ans sont juste mortifiées de peur. Évidemment. Mais oui, c'est sûr. Sylvina pleure tellement que Carrie en a assez. Il la ramène dans la salle de bain, ferme la porte et silencieusement va l'étrangler dans la baignoire. Il va dire plus tard « Je savais pas que c'était si difficile d'étrangler quelqu'un. » Oh my God.
Il fait tout pour pas que Julie sache... Julie, elle sait pas sa mère est où, elle l'a pas entendu se faire étrangler. Là, elle sait pas que son amie... Elle sait pas que sa mère, Carole, est morte Ben, dans le sans coffre. doute, là, Puis quand elle sait même. pas que Sylvina est morte dans la salle de bain, tu sais. Mais au moins, elle a rien vu. Carrie retourne voir Julie et commence à l'agresser sexuellement. À un certain moment, il a besoin d'utiliser les toilettes, fait qu'il va la traîner dans la chambre de motel d'à côté au lieu d'aller dans la salle de bain de la 509 parce qu'il y a Sylvina à Ouais, c'est l'intérieur morte. Dans la chambre voisine, Carrie tente d'agresser sexuellement Julie, mais il est incapable à cause de ses problèmes érectiles. Finalement, il va comme abandonner, il va laisser Julie regarder la télé, il va comme la laisser sur le lit, ouvrir la télé, qui est encore ligotée et sous le choc. Mhm. Puis il va commencer à faire le ménage pendant que Julie est sur le lit avec la télé. Il va demander comment elle s'appelle, puis Julie répond Sarah. Elle va inventer un nom. Puis pendant qu'il la laisse regarder la télé entre gros guillemets, il veut ramasser la chambre au quart de tour. Là. Il veut faire attention de ne rien laisser traîner. Il va aller dans la chambre voisine, tandis que Julie est encore dans cette chambre-ci. Ouais. Il va aller chercher le corps de Sylvina et le traîner, elle aussi, jusqu'à la voiture louée. Et il va la placer à côté du corps de Carole. Y avait-tu genre des caméras de surveillance à ce moment-là, dans Non. ces années-là? Non. J'ai eu aucune mention jamais de caméra de surveillance. OK. Mais on est en 99. Ouais. J'ose croire qu'il y en avait. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être juste pas à ce petit motel-là. Mais tu sais, c'est fou, là. Genre, il passe avec les deux dans ses bras, comme Ouais. si de rien n'était. Il s'en va les mettre dans un coffre de char, tu sais. Mhm. Puis genre, personne voit ça. Ouais, c'est creepy. Yark. Et fascinant à la fois que personne n'a rien vu. Il range toutes les affaires des filles pour simuler qu'elles sont parties avec leur bagage, simuler un check-out. Il passe les 2 chambres au peigne fin pour ne laisser aucune trace. Et tout ça, son ménage va durer environ 5 heures. Et là, on est rendu le lendemain, 16 février au matin, autour de 4 heures du matin. Carrie couvre Julie d'une couverture rose du motel et l'embarque avec lui dans la voiture louée, la Pontiac rouge. Julie est toujours vivante. Carrie va dire plus tard que Sarah, il va encore parler d'elle comme ça s'appelait Sarah, là, même si c'est un faux nom. Mhm. Il dit « Sarah était vraiment gentille, je l'aimais bien, elle était calme, puis il voulait pas la tuer. Il savait juste pas quoi faire. Il dit « J'ai roulé en voiture, mais j'avais aucune idée de ce que je comptais faire, j'ai juste roulé sans but. Je me suis juste éloignée le plus possible. » Puis là, elle savait-tu que... Non. OK. Elle sait pas que sa meilleure amie puis sa mère sont mortes dans le coffre de l'auto. là. Mhm. Tabarouette. Mais à la tombée de la nuit, Carrie s'est dit qu'il n'y avait pas d'autre option. Il s'arrête à Lake d'Opero et traîne Julie avec lui dans la forêt jusqu'à une petite clairière. Pauvre fille là, qui était juste là Mhm. en n'ayant aucune idée de ce qui l'attendait. Depuis toute la journée, elle est à côté de lui. Là. Carrie va s'arrêter un moment donné au beau milieu de la forêt, lui dire qu'il regrette, qu'il aurait aimé pouvoir la garder, mais qu'il n'a pas le choix. Il va ensuite l'agresser sexuellement à nouveau. Et là, pour ajouter à toute la dégueulasserie de cette affaire, selon Carrie, il va ensuite la coucher au sol, lui brosser les cheveux et les placer parfaitement étendus autour de sa tête. Oh, mon Dieu! Il Ça va me lui dire creep. « I love you » et lui trancher la gorge. Pauvre petite. Oh my God. Selon Carrie, elle est morte 20 secondes plus tard, mais pendant ce court laps de temps, mais interminable à la fois, elle tendait le bras vers lui. OK, Genre, il prend plaisir à tout ça, le puis 20 à se rappeler de secondes, oui, ça. mais là. elle, là, c'est une journée de terreur, là. Mhm. Toute la journée, elle a genre paniqué, tout ça. Se demandait Après ça, sont où les autres. Et où sa mère, et où Ouais. sa meilleure amie. Est-ce que je vais me refaire violer à nouveau? Où est-ce qu'il m'amène? Elle Ah. savait clairement que sûrement elle allait pas survivre à cette journée-là, genre. Ouais, ça l'augurait mal. Là. Esti. Carrie cache son corps dans un ravin et retourne à la Pontiac rouge, où il y a les 2 autres corps à l'intérieur. Il roule le plus loin possible dans la forêt pour abandonner le véhicule au beau milieu du bois. Là. Tu sais, c'est même pas un chemin. Là. Ouais. Il va rouler l'auto parmi les troncs d'arbres, les rochers et tout. Ensuite, il va marcher jusqu'à... il va abandonner le véhicule au beau milieu du bois. Avec les corps dedans. Oui. OK.
Ensuite, il va marcher jusqu'à une cabine téléphonique la plus proche et appeler un taxi. À bord du taxi, il demande un lift jusqu'au Yosemite Lodge. Et là, c'est une route de 3 heures de temps. Là. Le taxi est genre, OK. Il est donc même messy, genre. Ouais. Il fait un peu n'importe quoi, là, parce que tout ça, là, c'est clair que genre ça va mal virer. Là, dans le sens, c'est sûr que Ben, c'est sûr qu'ils vont retrouver le char à un moment donné. Du monde vont voir un char dans la forêt. Puis... tu vas voir. En tout cas. Ça va lui coûter 150$ de ride de taxi, là, en 99 en plus. C'est Ok. cher. Et il va payer avec l'argent trouvé dans le portefeuille de Carole. La chauffeuse de taxi va raconter plus tard que durant le trajet, Carrie lui parlait du Bigfoot. Bon. Il Son lui body de disait la des forêt. trucs genre « Crois-tu au Bigfoot? Moi, je l'ai vu. » Non. Mais en tout cas, elle aurait pu se faire tuer, elle aussi, la chauffeuse, en plus, mais bon. Ils voulaient retourner chez eux. Ouais. Le 16 février toujours, Jens, le mari de Carole et le père de Julie, attend sa femme, sa fille et l'ami de sa fille à l'aéroport, mais elle n'arrive jamais. Le 17 février, Carrie retourne à la Pontiac rouge qu'il avait abandonnée dans la forêt. Il est capable de le retrouver et décide de mettre en feu la voiture. Il dit « je vais encore plus me débarrasser des preuves. » Il veut garder le porte-carte de Carole et le laisser volontairement par terre dans une rue sur Modesto Street, dans la ville de Modesto, en Californie, à 2 heures de voiture où l'endroit où il a laissé la voiture brûler, juste pour brouiller les pistes. OK. Tu vas voir. Mhm. Rapidement, un avis de recherche est lancé. 3 femmes manquent à l'appel. 3 femmes ne sont jamais rentrées de leur séjour au Yosemite Park. Et là, l'équipe de ménage, elle est déjà passée puis elle a déjà nettoyé la chambre 509 Ben parce oui. qu'il avait fait un early check-out. Mhm. Puis l'équipe rapporte n'avoir rien vu de suspect, aucun signe de lutte. Il n'y avait pas comme un trou dans le mur, du sang séché ou ça sentait pas l'eau de javel. Il n'y avait comme rien de louche. Leur voiture aussi, aux 3 filles, n'est pas dans le stationnement non plus. Fait que ça brouille aussi. Ben là, ils sont partis. Est-ce qu'ils sont perdus durant une dernière randonnée au Yosemite Park Mhm. ou ils ont fait un accident en chemin vers l'aéroport? Qu'est-ce qui est arrivé? Et la première hypothèse, c'est quand même que les filles se seraient perdues dans le parc national. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Là. Mais là, on trouve finalement, je pense 1 semaine après l'avis de disparition lancé, dans une rue de Modesto, le fameux porte-carte de Carole avec son permis de conduire et ses cartes de crédit à l'intérieur. Il a juste droppé ça, genre. Ouais, Carrie l'a laissé là. Fait que là, ben, ça mélange les policiers parce qu'ils pensent que Carole est passée par là. Et on va concentrer les recherches dans la ville de Modesto, tandis qu'ils sont jamais allés là du tout. Mhm. Mais au moins, ça redirige l'enquête vers un potentiel acte criminel parce qu'il n'y avait pas d'affaires là, les 3 filles. Ils sont ça. pas allées là par hasard. Fait Puis qu'on- pourquoi juste le portefeuille de Carole? C'est ça. Fait qu'on commence à trouver cette histoire de disparition-là inquiétante. C'est pas juste des filles qui se sont perdues dans le bois. Non, c'est ça. On commence à penser que c'est pire. Mais à part de ça, aucune trace des 3 filles. Rien du tout, aucun indice, aucune piste. Et là, on organise des marches, des levées de fonds pour amasser une récompense et ça va jusqu'à 300 000 $ si j'ai bien compris selon les sources. OK. On distribue des affiches avec le visage des 3 filles partout, surtout à Modesto, malheureusement. C'est sûr que personne ne les a vues, par contre. Et on lance aussi un avis de recherche sur le véhicule Pontiac rouge. Les parents de Carole, les grands-parents de Julie, passent à Good Morning America pour rappeler au public de garder l'œil ouvert. Le 28 février, le FBI embarque sur l'affaire et annonce officiellement que l'enquête de disparition des filles est désormais une enquête pour meurtre. Mhm. Ils ont de fortes chances de croire qu'elles ont été victimes d'un crime violent. 1 mois passe. Mars 99. Toujours sans nouvelles des 3 disparus. Carrie, lui, il a été peut-être interrogé une fois parce qu'il travaillait au Cedar Lodge. Ils ont sûrement interrogé tout le monde au Cedar Lodge au moins une fois. Mais il continue de travailler là comme si de rien n'était. Aucun soupçon contre lui. Là. Ça a eu l'air vraiment facile. Là. Lui, rien. Là. Il va être questionné légèrement, mais jamais considéré comme un suspect parce que les policiers se disaient « Ah ben oui, c'est Cary Stayner, le grand frère de Steven. Pauvre lui. » Il avait comme pitié de lui puis il se disait « Impossible qu'il fasse de mal à quelqu'un. Il a déjà tellement vécu de drames dans sa famille. Il sait c'est quoi, perdre quelqu'un. Il tuerait pas du monde, tu sais. » Mais non. Ah, c'est chiant. Mhm.
Mais le 19 mars 1999, un randonneur découvre la fameuse Pontiac semi-brûlée dans les montagnes de Yosemite. Semi-brûlé? Ben, il l'avait mis en feu, mais elle avait comme pas brûlé complètement. Je pensais pas que j'avais oublié qu'il l'avait mis en feu. Ouais, il était retourné le lendemain la brûler pour être sûr. À l'intérieur, on trouve 2 corps calcinés, décomposés. Après une analyse dentaire, on pourra identifier les victimes comme étant Carol Sund, 42 ans, et Sylvina Pelosso, 16 ans. Mais là, il manque encore Julie. Mhm. La même semaine, le FBI reçoit une lettre anonyme dans laquelle on peut lire « We had fun with this one » avec une petite carte dessinée à la main. C'est comme une petite carte qui indiquerait peut-être où serait le corps de Julie. OK. Et genre, we had fun with this one. Genre, on a eu du plaisir pour ce meurtre-ci, mettons. C'est ça que ça voudrait dire? On. Ouais. Lui puis Nous. Bigfoot? Ouais, peut-être. Moi, je pense que c'est pour insinuer qu'il y aurait plus qu'un tueur, pour encore plus... tu sais, il veut brouiller les pistes. Exactement. Genre. Et là, l'enveloppe, elle a été scellée, lichée, là, comme une enveloppe postale. On va prélever l'ADN de la salive, retrouver dessus, et les résultats disent que ça provient d'un homme hispanique, un latino. Et là, on va comprendre plus tard là, que la lettre provenait bel et bien de Kerry. Mais il a payé un jeune garçon hispanique pour cracher dans un cop, puis il a utilisé la salive du petit gars pour sceller l'enveloppe. Lui, il a du plaisir, puis il veut vraiment brouiller les pistes, là. C'est tellement random. Ouais. Tu sais, il laisse la porte-carte dans une ville random. Après ça, il écrit « oui » au lieu de « I », puis il prend l'ADN de quelqu'un d'autre pour licher l'enveloppe, tu sais. C'est étrange. Encore une fois, Kerry veut mélanger les policiers parce que maintenant, le suspect principal est considéré comme un homme d'origine latine. On suppose aussi que le suspect est un homme qui connaît extrêmement bien le territoire, et ça, c'est vrai, parce qu'il a réussi à conduire la petite Pontiac, qui est même pas hatchback, là, une petite berline, à travers des ravins, des ruisseaux, des forêts denses, des routes accidentées, là, tu sais. Ouais. La voiture, elle a été retrouvée vraiment dans le fin fond du bois. On va suivre les indications dessinées sur la petite carte que Kerry a envoyée anonymement et on va finalement arriver jusqu'au corps de Julie Sund le 25 mars 1999, proche du lac Don Pedro. Donc, les 3 femmes portées disparues depuis plus d'1 mois sont enfin retrouvées, malheureusement décédées, et pas juste ça, brutalement assassinées. On lance alors une chasse à l'homme. La violence des crimes est tellement grande qu'on pense peut-être qu'il y aurait plus qu'un tueur. Pendant des semaines, des centaines d'agents du FBI s'allient aux policiers de la Californie et aux gardes forestiers pour sillonner les environs, du Yosemite Park jusqu'à Modesto, la ville où on aurait retrouvé la carte. On a des chiens pisteurs, des hélicoptères, on met le paquet. Au Cedar Lodge, le FBI retourne fouiller toutes les chambres à la recherche d'indices et Kerry les accompagne des fois. Il est juste là. Le tueur, leur criminel, il est sous leur nez. Une collègue de travail de Kerry va dire une fois, ils buvaient un café ensemble pendant qu'il y avait plein d'agents du FBI qui se promenaient au Cedar Lodge. Puis là, il y en a qui sont passés devant eux. Puis elle va dire que Kerry les a dévisagés, puis il a comme dit « Pourquoi le FBI n'a jamais cherché mon frère? Intéressant. » Parce que pour la disparition de Steven, ça s'était jamais rendu au FBI. Ouais. Puis là, il va comme dire « Moi, mes crimes se sont rendus jusqu'au FBI. » À ce stade-ci, Kerry doit trouver les autorités complètement incompétentes. Non seulement ils n'ont jamais trouvé son petit frère Steven quand il a été enlevé, ça a duré 7 ans, puis c'est Steven qui est revenu par lui-même. Ouais. Et là, ils sont incapables de l'attraper, lui qui est juste là, pour un triple meurtre. Il doit être mort de rire. Là. OK. En juillet 99, Kerry se dit « je vais recommencer. C'était bien trop facile. Je me suis pas fait pogner la première fois. » Mais quoi, il voulait-tu se faire pogner? Genre, c'est ça son but, que quelqu'un l'arrête, que quelqu'un l'aide? Tu sais, on dirait que c'est ça, là. Ouais. Genre, allô la gang, je vais pas bien, on m'amène dans un hôpital psychiatrique, on me relâche. Bon, ben qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais tuer du monde? Bon, on m'attrape même pas. Bon, ben je continue, genre. On dirait qu'il veut juste qu'on l'arrête, mais il veut juste comme se prouver à lui-même qu'il y a personne dans sa vie. Personne pour l'aider, personne pour l'arrêter. Il fait juste, genre, continuer, genre. Ouais, il est complètement ignoré par tout le monde. Ouais. Même les policiers qui le cherchent. Le 21 juillet, 4 mois après les meurtres irrésolus de Carol, Julie et Sylvina,
Carrie choisit sa prochaine victime. Je sais pas si ça se prononce Joy ou Joie, mais ça s'écrit J-O-I-E, là, comme de la joie. Je vais dire Joy, mais j'assume. Joy Armstrong, 26 ans. Joy, c'est une employée du Yosemite National Park, donc pas du Cedar Lodge, mais pas loin. C'est une des plus aimées du parc, des plus populaires. Elle est joyeuse, là, son nom le dit, littéralement. Elle est énergique. Elle aime la nature, les insectes et les animaux. C'est une park ranger, donc une genre de garde forestière, mais aussi une instructrice. Fait qu'elle s'occupe souvent d'amener les enfants en randonnée à Yosemite. Okay. C'est comme l'animatrice de camp de jour rêvée de tous les enfants. Là. Elle est blonde, elle a des petites tresses, des freckles. Là, elle a juste l'air trop nice. Elle habite avec son chum Michael, qui est lui aussi instructeur. Puis eux, ils habitent dans une petite cabane, je pense, sur le site du Yosemite Park. Oui, vraiment 2 fans de plein air. Puis c'est une cabane vraiment off the grid, là. Coupée d'électricité. Ils doivent couper leur propre bois pour faire un feu l'hiver, ramasser leur eau dans le lac pas loin. Vraiment la vie dans la nature. Puis elle adore ça, là. Elle tripe sa vie. Elle vit sa best life, dans le fond. J'ai tellement de la peine. Ouais. Elle aurait été ton amie, mettons, cette fille. Oh. Ben, mon amie aussi, là, mais t'es plus plein air que moi. Le 21 juillet, Joy est seule. Son chum n'est pas là pour le moment. Puis je pense qu'il est parti pour le week-end ou je sais pas trop. Puis ben, ça stressait Joy de passer quelques jours toute seule dans sa cabane au fin fond du bois, surtout avec ce qui s'était passé 4 mois auparavant. Tu sais, il y a eu un triple meurtre sordide et résolu. Il y a peut-être un tueur dans les bois, là. Elle veut donc passer le week-end chez des amis à Sausalito. Fait que là, après sa journée de travail au parc, Joy, elle rentre chez elle en voiture dans son pick-up jusqu'à sa cabane dans la forêt. Et là, elle va pacter ses affaires pour ensuite repartir. Elle veut pas passer la nuit là seule. Et là, pendant qu'elle est dehors en train de pacter ses affaires, une International Harvester Scout bleue et blanche arrive. C'est comme un genre d'auto 4x4 vintage. OK. C'est un chemin de terre qui mène jusqu'à sa petite cabane. Il n'y a pas grand monde là, qui erre, qui passe devant juste par hasard. Carrie Steiner sort du véhicule et aborde Joy. Joy est tout de suite sur ses gardes. Comme un grand gars, en fin de journée, qu'est-ce qu'il veut? Là. Et là, Carrie essaie de la mettre à l'aise en parlant du Bigfoot. Calique, qui est bien random, il est bien lourd. Puis sûrement que ça la met pas à l'aise du tout. Un inconnu qui l'aborde dans sa cabane, en tout cas. Et là, ben, peu de temps après, voyant bien que ça fonctionne pas, puis que Joy est comme, ben, merci, mais vous pouvez repartir. Au revoir, monsieur, tu sais. Ben, Carrie, il sort un gun et la force à rentrer dans sa cabane. Oh. À l'intérieur, il va la ligoter, la bâillonner et ensuite la ramener dehors et la ramener dans sa voiture. Sa voiture à lui, là. Il la place sur le banc copilote, ligotée, et il va commencer à rouler sur le sentier de terre. Mais durant le trajet, Joy réussit à ouvrir la porte passager du véhicule et sauter en bas de la voiture en mouvement, comme une guerrière. Elle va ensuite courir dans la forêt, les mains ligotées dans le dos comme un film d'horreur, tandis que Carrie, ben, il la poursuit. Arc. Même si Joy, ben, c'est une fille qui connaît bien la forêt, est sportive, c'est une aventurière, ben, elle a affaire au véritable Bigfoot derrière lui, là, qui est genre plus de 6 pieds musclé. Puis elle est ligotée aussi, là. Fait qu'un vrai cauchemar. Et Carrie, ben, il va finir par la rattraper. Et là, dès qu'il la saisit, là, sans hésiter, il va lui trancher la gorge avec un couteau. Direct, là. Ben voyons donc. Vraiment impulsif, là, ça se passe pas comme il avait prévu du tout, là. Non, c'est ça. Et là, il est tellement dans un élan de rage, il va continuer encore et encore de l'attaquer jusqu'à ce qu'elle soit décapitée. Elle était déjà morte, là. Ben oui, c'est sûr. Il est fâché parce que ça s'est pas passé comme il voulait. Puis probablement, en tout cas, j'ai l'impression que lui, à la base, ce qu'il veut, c'est agresser sexuellement des femmes et non nécessairement, genre, les tuer. Puis là, il a pas pu faire ce qu'il voulait parce qu'il l'a tué direct. Ouais. C'est dégueulasse. Carrie va disposer de son corps dans un canal de drainage et cacher la tête un peu plus loin. Ah, mon Dieu, pauvre petite. Même, tu sais, si la cabane de Joy est isolée dans le bois, ben, sa fuite, sa lutte, elle a créé pas mal de bruit. Puis il y a d'autres cabanes, là, les employés, tu sais, il y a d'autres signes de civilisation pas trop loin.
Fait que Kerry, il fuit la scène assez vite. Il a peur de s'être fait entendre par d'autres personnes. Fait qu'il laisse plusieurs indices derrière lui, contrairement à la première fois. C'est la première fois, il a pris 5 heures pour tout nettoyer. Ouais. Ben là, il part direct. Il est boboche, là. Mhm. OK, mais on est tellement dans les forêts ces temps-ci. Oui, là. je sais. J'ai vraiment peur. C'est fou. Encore une fois, ça aurait pu être un crime de randonnée quasiment mon affaire. Là. Oui. Puis toi, avec Le lac ski de Bottom. fond, le lac Bottom. On n'arrête pas. J'ai peur. En plus, genre, j'ai hâte de faire du camping, mais là, j'ai peur. My God. Dans sa voiture, Kerry roule pour quitter le Yosemite Park, mais à quelques kilomètres du Cedar Lodge, sa voiture, sa Scout, tombe en panne ou brise, bref, là, à l'âge. Fait qu'il fait du pouce pour rentrer chez lui. Un garde forestier du Yosemite Park l'embarque sans se douter qu'il vient de décapiter une jeune fille. Là. Puis il n'y a pas genre de traces sur lui, rien. C'est peut-être changé. Il n'y a pas la mort dans les yeux, genre. Ben, il dit qu'ils ont eu une discussion bien normale, là, puis il avait de l'air fucking calme et ordinaire. C'est fou comment il peut shifter en 2 secondes. Ouais. Faut qu'on l'arrête, cet homme. Là. Oui. Le lendemain, 22 juillet 99, quand Joy Armstrong n'est jamais arrivé chez ses amis à Sausalito, ben, ils ont rapidement alerté les autorités. Un avis de recherche est lancé quand on aperçoit le pick-up de Joy toujours dans son entrée avec ses bagages à l'intérieur, comme si elle s'apprêtait à partir, puis quelque chose est survenu. Mais là, elle est introuvable et c'est inquiétant. Les employés du Yosemite National Park fouillent le parc et ils commencent par les environs autour de la cabane de Joy. Et là, il fait chaud en ce mois de juillet californien. La chaleur est intense et les groupes de volontaires parcourent les sentiers dans les broussailles à la recherche d'un signe de Joy. Ça sera pas si long qu'un des volontaires voit quelque chose briller au loin, là, un reflet d'un rayon de soleil, quelque chose de métallique. C'est un porte-clés. L'homme s'approche de l'objet brillant et tombe sur le corps sans tête de Joy. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est terrible. Terrible. Et pas longtemps après, on va trouver la tête. Mais genre, quelle image, là. T'es dans la forêt, là. C'est comme... Tu t'espères trouver un soulier, je sais pas, tu sais. Puis tu catches vite que c'est pas un animal qui aurait fait ça, là. Mais non. Pire qu'un animal. Un animal, il ferait pas ça. Le corps de Joy est tellement lacéré, tellement violenté que les enquêteurs pensent au départ qu'elle a été victime d'un crime passionnel, entre guillemets, comme par quelqu'un qui l'aurait connue, qui aurait voulu se venger. Mais Kerry la connaissait même pas, là. Non, c'est ça. C'est encore plus terrifiant, là. Pour lui, Joy, c'était personne. La panique démarre dans le parc, un tueur fou rôde à Yosemite, et ben pendant ce temps-là, on récolte des traces de pas et des traces de pneus sur la scène de crime. Ouais. Et là, rapidement, un indice de témoin va aider les enquêteurs parce qu'un employé du parc dit avoir vu une International Scout 79 bleue et blanche stationnée proche de la cabane de Joy la nuit du 21 juillet. Très intéressant comme indice. Et c'est la voiture de Kerry. Et là, le lendemain, cette même voiture a été vue en après-midi le long de l'autoroute californienne 140, proche du Merced River Canyon, à quelques kilomètres de l'entrée du parc. Des enquêteurs se rendent à l'endroit où le véhicule est stationné et ils tombent sur un grand gars, fin trentaine, qui se fait bronzer tout nu sur le bord du canyon en fumant un bat. Ben voyons donc. Puis là, il dit « Salut, ouais, moi je suis chill, je me fais bronzer. Je m'appelle Kerry Stayner, je suis l'homme à tout faire du Cedar Lodge à côté. » OK. Et là, on fait juste lui confisquer son weed et on repart. Tu me niaises. On prend quand même en note les traces de pneus pour faire des analyses comparatives, mais tu sais, on le laisse, on lui dit là, restez Pose dans pas les... plus de questions que ça. Restez dans les environs, ça se peut qu'on vous rappelle. Il doit être mort de rire encore, genre, OK, vous me laissez là, bon, vous m'enlevez mon bat, OK, parfait, mais c'est correct. OK, Genre, bye! voyons. Voyons donc! Et là, Il l'a trop... pas facile, là, parce que là, on repense à tout ce qu'il a vécu dans sa vie, mais comme... C'est trop simple là, pour tout. C'est ça, ça aurait dû fait être n'importe l'inverse. quoi, genre. Il l'a pas eu facile quand il était jeune, quand il aurait dû l'avoir facile. Oui. Puis il l'a facile quand il a tué du monde. Là. Ouais, genre on le laisse faire quasiment, là. Et là, ben une fois au labo, ben on réalise bien que les traces de pneus sont identiques à celles retrouvées sur la scène de crime. Et là, on est genre, eh merde! Le gars tout nu qui se faisait bronzer.
Encore une fois, il était juste là, le meurtrier. Là. Ouais. Nu comme un verre, Mais en il est plus. comme un fantôme, genre, on dirait. Tu sais, autant, là, on le décrivait comme un fantôme quand il était petit, puis que là, ses parents, ils prenaient plus soin de lui, puis qu'il était comme l'ombre de Steven, genre. Ouais. Autant, là, il est encore une ombre, là. Personne le voit. Il est genre, Chris, je suis tout du monde, il y a personne qui m'arrête. Oui, il Vous est... tombez sur moi, vous faites rien, vous partez. Genre, Ouais. il doit être encore... Il y a comme une haine, genre, tout ça, ça se passe en dedans de lui, là. Ouais, il est encore ignoré, invisible. Ouais. Il veut comme faire ses preuves encore, même après tout Il ce est qu'il a clairement... fait. C'est pour ça, sûrement, qu'il se voit comme le Bigfoot. Il est genre... J'existe-tu? Ouais, J'existe je suis une légende urbaine. une légende, Ouais. genre? Ouais. Il a Mhm. pas le contrôle pantoute de sa vie, là. Mhm. Et là, ben, comme de fait, quand on retourne chez lui pour le réinterroger, ben, il est pas là. Ouais. Mais le 26 juillet, Carrie Stainer est localisée au Laguna del Sol. C'est une colonie nudiste. Ah. Ça a l'air que Carrie aimait bien ça, se promener de nu, gars, ses On l'a affaires. vu, là, avec Mhm. les deux filles de sa petite amie, là. C'est ça. Puis selon des sources, souvent, tu sais, depuis qu'il était jeune, quand il allait s'isoler en forêt, ben il allait comme Hmm. se montrer la quéquette aux C'est autres super. arbres. Mais il l'avait fait aussi quand ses sœurs y avaient fait un sleepover, non? Ouais. Ah. Fait que là, il est au Laguna del Sol, une colonie Ouais. nudiste. Là. Il vit son petit après-midi tranquille. Mais cette fois, on veut pas le laisser partir. Faut pas le laisser s'échapper. Mhm. Carrie se fait approcher par des policiers qui lui demandent de venir dans les bureaux du FBI. T'sais, il n'est pas en état d'arrêt. Là. C'est Mhm. juste, est-ce qu'il serait fait voler son auto, mettons, ou c'est peut-être juste les mêmes pneus, une coïncidence. Mais tu sais, Ouais. on lui demande de venir et Carrie coopère. Sur la route, les agents, ils le reconnaissent comme étant le grand frère de Steven Stainer. Puis là, ils jasent de son frère. Puis Carrie va beaucoup parler de lui. Il va s'ouvrir. Puis il va dire comment la petite sentence que Kenneth Parnell a obtenue le fâche. Parce qu'on se rappelle, Kenneth Parnell, il a juste passé 5 ans sur ses 7 ans Mhm. de condamnation en Ouais. prison. 5 ans. Ouais, moins longtemps qu'il avait gardé le petit Steven en captivité. Ouais, vraiment. Fait que là, tu sais, Carrie, il est genre, j'en reviens pas, le système est mal fait, blablabla. Puis l'agent qui conduit la voiture, il dit, c'est vrai, c'est injuste. Puis il gagne un peu la confiance de Carrie. Et à peine l'interrogatoire commencé, Carrie avoue le meurtre de Joy Armstrong. Impossible. Aussi facile que ça. Il dit, après, j'ai aussi participé au meurtre de Carol, Julie et Sylvina. Je peux tout vous dire à ce sujet aussi, mais en échange, je veux une bonne quantité de photos de jeunes filles. Arc. Il veut de la pornographie juvénile en échange. Il dit aussi que je veux que mes parents reçoivent l'argent amassé pour la récompense, là, quiconque ayant des informations concernant la disparition des 3 femmes. Là. Il dit, je veux que cet argent-là aille à mes parents, puis je veux aller en prison proche de chez mes parents. Voyons donc. Là, il y a comme une liste d'épiceries de demandes. Là. Puis, puis il dit, puis aussi, je voudrais que vous contactiez des producteurs à LA. Là, je veux qu'il y ait un film sur moi. Okay, Comme mon Il y frère. a un problème, là. Oui. Il veut être vu, là. Il veut Ben le contrôle de cette entrevue-là. Il veut tout, là. Là, l'enquêteur va lui dire, mettons, si tu peux choisir juste une de ces options-là, ça serait quoi? Je peux pas tout te donner ça. La prison proche de chez ses parents, mettons. Il dit, pornographie juvénile. Ouais. De toutes mes demandes, moi, je veux de la porno juvénile, s'il vous plaît. Il dit, si j'en avais eu accès, j'aurais tué personne. Arc. Et là, malgré qu'aucune de ses demandes soit acceptée, évidemment, Carrie va finir par confesser quand même tous les meurtres. Les 4. Il est genre désespéré d'avoir de l'attention. Ouais. Il est genre là, on m'écoute, c'est le moment. Sinon, si j'avoue pas, vous allez me le relâcher, puis je vais encore être oublié, là, tu sais. Il va avouer que pour le meurtre des 3 touristes, ça faisait plus d'1 an qu'il voulait passer à l'acte, là, que ça mijotait dans sa tête. Mm. Il dit que c'est lui qui a envoyé la lettre anonyme avec la carte au FBI. Puis c'est lui qui a laissé la carte. Il avoue tout, là. Puis il dit, je suis un mastermind. C'est lui, j'imagine, c'est à cause de lui qu'on sait qu'il a voulu probablement... Au début, il voulait agresser sexuellement les 2 filles de sa petite amie. Genre, c'est sûrement lui. Il se vante de tout, dans le fond, il dit tout. Il dit tout. Là. Il s'ouvre comme un livre ouvert. OK. Le 6 août 1999, Carrie fait face à 4 charges de meurtre au premier degré auxquelles il plaide non coupable. OK. Ses avocats espèrent avoir Insanity? Ouais, la défense d'insanité mentale.
En attente du vrai procès, Carrie va écrire une lettre s'excusant à la famille des victimes et leur disant qu'il leur lègue les droits d'adaptation de son histoire à Hollywood. Arc! Mais personne veut faire un film sur toi, bro. Là. Il assume là, que son histoire va être adaptée en film, ou surtout il l'espère et voudrait, là, comme son petit frère. Il se dit comment surpasser l'attention qu'on a donnée à mon frère Steven? Ben, en devenant un tueur en série. Ben oui. Bravo. Son procès commence 2 ans plus tard, en 2001, et Carrie plaide la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Un médecin vient témoigner pour dire qu'il est autiste, qu'il souffre de TOC, qu'il est schizophrène, dépressif, et que depuis même avant l'enlèvement de son petit frère, il pensait déjà à tuer des femmes. OK. On va dire au grand jour pour la première fois les abus sexuels qu'il a vécus durant l'enfance par son oncle Jerry. Et un autre spécialiste va venir témoigner pour dire que Carrie souffre d'un trouble paraphilique, comme son père Dale. Ce qui le rend attiré sexuellement par des gestes inappropriés qui nuisent à lui-même ou autrui, comme son père qui aurait abusé de ses propres filles. Et beaucoup de sources disent aussi que le grand-père aussi avait des troubles paraphiliques. Là. Ça a l'air de se transmettre là, de père en fils, on dirait un peu. Ça se peut bien. Le 27 août 2002, un jury reconnaît Carrie Steiner coupable des 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il est jugé sain d'esprit, mettons. Là, il va demander un nouveau procès sous prétexte qu'aucun membre du jury n'a été abusé sexuellement pendant sa jeunesse. Fait qu'il ne pouvait pas le comprendre. Sa demande lui sera refusée. Et le 12 décembre 2002, il reçoit 3 peines de mort. Oh my God. À ce jour, il est toujours sur le couloir de la mort à la prison fédérale de San Quentin en Californie. Il a 64 ans. Et je pense depuis 2008 ou 2009, il n'y a pas eu de condamnation à mort. Les gens sont encore sur le couloir de la mort depuis ce temps-là. Ils ont mis ça sur pause à cause du gouverneur de la Californie, je pense. Ouais. Fait que probablement qu'il va mourir en prison. Là. La liste est encore hyper longue. Ben, dans tous les cas, ça va être super long. C'est ça. Si ça débloque, ben ça sera sûrement pas le premier. Là. Puis là, il a 64 ans. Ouais. Crime, il a fait toutes ces affaires jeunes. Là. Ouais. C'est quand même fou, là, parce que, tu sais, on peut dire ce qu'il a vécu, ça l'a traumatisé, mais Carrie n'est pas juste devenu un meurtrier une fois impulsif, là, qui regrette. Au moins 4 meurtres complètement sordides, des meurtres violents prémédités avec des agressions sexuelles sur mineurs, de l'overkill. Ouais. Tu sais, c'est pas rien, là. Il a tenté du mieux qu'il pouvait aussi de cacher ses traces ensuite. Il a joué avec les policiers, donné des fausses pistes. Puis il a quand même fait une pas pire job, là, parce que pendant des mois, il n'a pas été attrapé. Tu sais, il n'est pas juste devenu un meurtrier, il est devenu un psychopathe quasiment, là. Ouais. Et là, on se dit, tu sais, si Carrie n'avait pas été molestée par son oncle, si un pédophile n'avait pas kidnappé et abusé de son petit frère pendant 7 ans, si son retour n'avait pas créé un froid entre lui et son frère, s'il avait obtenu du soutien psychologique pour traiter sa paraphilie, sa dépression, si ses parents n'avaient pas été aussi bizarres, est-ce qu'il aurait quand même tué ces 4 femmes-là et peut-être son oncle Jerry? C'est surtout s'il y avait eu genre l'attention genre qu'un enfant a de besoin. Là. Ouais. Ben, j'ai l'impression que peut-être que non. Là. Carrie Steiner, il y a tout de l'archétype du villain origin story, là, la genèse d'un vilain dans un film, mettons. Là. Ouais. Tu sais, son frère Steven aussi, il y a tout. Mais pourtant, ils ont des futurs complètement différents. Un ami des frères va dire... À ma connaissance, Carrie n'a jamais parlé à personne de l'influence que Steven aurait pu avoir sur ses crimes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien direct de cause à effet. Steven aurait pu grandir normalement, heureux et en bonne santé, et Carrie aurait quand même été un tueur en série, selon moi. Il y a des choix qui se font, là. Oui, moi, je pense que tu as toujours un choix. Oui. Il aurait vraiment pu ne pas se sentir, genre, victime depuis la tendre enfance, puis de décider de faire du bien avec ça. Mais... c'est pas aller dans ce sens-là. Fait que je veux conclure l'épisode en se rappelant de Steven, pas de son grand frère en manque d'attention. Steven Steiner, c'est un héros résilient, bienveillant, un gars dont la vie lui a été arrachée, qui a choisi de sauver un petit enfant de 5 ans sans penser aux conséquences que lui allait subir en retour. Dans ses dernières années de vie, peu avant son accident de moto à seulement 24 ans, Steven consacrait beaucoup de son temps à donner des conférences et des ateliers préventifs pour les jeunes,
pour les éduquer et leur apprendre comment réagir dans des situations dangereuses, comment éviter qu'il leur arrive la même chose que lui a vécu. Dans sa courte vie, il va avoir été tellement généreux et cette histoire montre juste que tu as peut-être toujours le choix de faire le bien. Mhm. Et voilà ce qui conclut l'histoire des Stainer. Hey, hein? Deux opposés complètement. Deux opposés. Deux victimes, mais deux sorts complètement à l'opposé. Vraiment, vraiment, vraiment. Shit! Ben, merci pour ce cas. Ben, merci à toi et à vous tous. C'est lourd, là, comme Vraiment, cette famille-là, là, les survivantes, tout ça, genre la mère, comment qu'elle se sent, ses sœurs, qu'on n'a pas parlé, puis tant mieux. Là, Ouais, mais eux, comme, ils vivent leur vie dans l'anonymat, puis tant mieux pour elles. Là. c'est des victimes aussi, là, tu sais, on sait qu'ils ont été agressés par leur père, probablement. En tout cas, c'est vraiment rough, juste du négatif, quoi. Ouais, puis tu sais, on dirait que là, je me demande, le cercle vicieux de la violence, est-ce qu'il va se perpétuer dans les prochaines générations de cette famille-là? Tu sais, il y a d'autres victimes encore en vie. Est-ce qu'ils vont perpétuer cette roue sans fin de tragédie, de drame? On va lancer dans l'univers que non. Non, je leur souhaite que ça ait mis un terme à tout ça, l'emprisonnement de Carrie. J'espère bien, là. Mais bon, merci aussi, chers auditeurs. Là, on a reçu beaucoup de beaux commentaires bienveillants. J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs sur l'épisode sur Steven, là, mais aussi, vous nous demandiez si on allait bien, Cru puis moi, de se rappeler, comme Cru allait écouter plein de films d'Adam Sandler, Heated Rivalry, pour se changer les idées, parce que oui, c'est sûr que ça peut être lourd de faire un épisode par semaine de True Crime, là. Mais inquiétez-vous pas, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais ça va bien. Oui, ça va bien, puis on s'écoute, puis on prend une pause quand on a besoin d'une pause. Là. Vous le savez, peut-être 2 fois par année environ, on prend un petit break. Fait que, vous allez le savoir si ça va pas. Ouais. Mais je vous avouerai que, j'ai hâte qu'on passe au prochain sujet, mettons. Qu'on passe à un autre chapitre, là, parce que c'est sûr que c'était déprimant un petit peu. Ouais, c'est clair. Là. Mais merci, vous êtes vraiment fins. Oui, merci beaucoup pour vos beaux messages. Oui, puis merci de liker, commenter nos publications. On est rendu à 11 000 abonnés sur Instagram. Oui! What the hell? On a dépassé le 11 000, c'est fou. 11 000. C'est fou, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Je comprends pas. Puis, tu sais, on fait pas de reel tant que ça. Tu sais, on fait juste mettre des petites photos puis des stories de temps en temps, puis ça monte à vue d'œil. En tout cas, ça veut dire que vous en parlez à vos proches commencent à nous écouter. C'est vraiment grâce à vous tout ça, puis on est vraiment reconnaissante. Fait que on n'en reviendra jamais. Ouais, allez voir nos publications sur Instagram, les photos qu'on met de tous nos cas. Oui. Mettez-nous un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, toutes vos plateformes où vous nous écoutez. Puis venez nous voir sur Patreon si vous voulez. Oui. On a des nouvelles affaires qui arrivent. Puis c'est mon épisode Patreon la semaine prochaine. Oui. Rejoignez-nous si vous voulez entendre un crime de colocataire. J'ai hâte. Et sinon, on se revoit dans 2 semaines. Oui. Gros bisous, on vous aime. Bye!